Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal marqué par les dégâts du moustique tigre. 160 cas de dengue enregistrés en seulement 2 semaines. La période des grandes vacances est favorable à cette augmentation des victimes. Nous vous expliquerons pourquoi. Les vacanciers, eux aussi, sont plus nombreux en ce mois de juillet. Location d'hébergement, de voitures, restauration ou encore sorties. Comment s'organisent-ils en cette période d'inflation des prix? Nous ferons les calculs avec eux et nous recevrons Gaëtan Paderna, directeur général par intérim du comité martiniquais du tourisme. Plus de vacanciers, c'est donc plus de conducteurs sur l'île. Cela a-t-il un impact sur l'air? Nous l'évaluerons. Puis, pause musicale, thérapeutique même. Le Reggae Festival Thérapie se déroule en ce moment. Nous y ferons un tour et en direct, nous serons avec Izzy Kenenga, le chanteur. C'est un chiffre qui ne cesse de progresser depuis plusieurs semaines et cela va durer. 160 cas de dengue en 15 jours. Le moustique responsable se propage à une vitesse folle et l'arrivée des visiteurs, pas encore immunisés, pourrait profiter à une épidémie. Les explications de Delphine Bess et Bamba Gueye. D'une épidémie à l'autre, la dengue ne disparaît jamais de nos territoires. Le virus circule toujours à bas bruit. Mais tous les 2 ou 3 ans, la maladie explose, généralement en début de saison des pluies, avant de se stabiliser à nouveau en fin d'année. Si l'ARS donne l'alerte aujourd'hui, c'est que la dernière épidémie a battu tous les records. 33 000 cas, 17 morts et une durée exceptionnelle de novembre 2019 à février 2021. Aujourd'hui, il est encore temps d'éviter l'épidémie. En ce moment, le régime des pluies est favorable à cette prolifération, donc beaucoup de moustiques d'un côté. C'est un moustique que l'on retrouve dans notre environnement individuel. C'est vraiment dans nos récipients de réserve d'eau, dans nos pots à fleurs. Donc il est dans notre environnement proche et il n'y a pas possibilité pour les autorités d'être derrière chaque pot à fleurs. Donc il y a une responsabilité individuelle, très clairement. C'est à nous de faire en sorte que le moustique ne prolifère pas dans notre environnement immédiat. Au centre des démoustications, l'on élève les moustiques, vecteurs de la dengue. Les prélèvements sont réalisés dans plusieurs communes de l'île afin de tester la résistance des différentes colonies aux insecticides pulvérisés ensuite dans les quartiers. En ce moment, le sérotype 2 est prévalent dans les cas de dengue confirmés en laboratoire. Si la population est légèrement immunisée, les enfants et les personnes fragiles sont à surveiller, de même que les touristes jamais exposés au virus. Leur influence est d'ailleurs accélérateur d'épidémie. Le virus va pouvoir se propager plus facilement au sein d'une frange de population comme ça, ne connaissant pas le virus de la dengue. C'est comme ça que la maladie se répand. C'est les moustiques qui piquent des personnes atteintes, qui se contaminent eux-mêmes et qui ensuite rediffusent derrière. Pour l'instant, la Martinique est au niveau 2 sur 4 du programme de surveillance et d'alerte de l'épidémie. Plus de vacanciers, donc, nous venons de l'entendre. Illustration avec ces images, c'était cet après-midi à l'aéroport Aimé Césaire. Sur place, les compagnies aériennes ont instauré un dispositif afin d'accompagner au mieux les passagers en raison de la forte affluence des voyageurs. Originaires de l'île, vivant ailleurs ou simples touristes, les visiteurs profitent des grandes vacances pour un petit séjour en Martinique. Petit séjour, oui, mais grosses dépenses. Alors, comment les visiteurs s'y retrouvent-ils entre l'achat du billet d'avion, l'hébergement, la location de voiture, la restauration, les sorties, les cadeaux, même les astuces d'une famille en vacances, suivies par Franck Edmond Mariette et Thierry Socan. C'est l'heure du repas. Aujourd'hui, le menu sera composé d'une bonne pizza confectionnée par cette mère et grand-mère en vacances chez un particulier à Trinité. C'est plus rentable. Et puis on a un arbre à pain, on a plein de légumes, ils nous donnent plein de fruits, ils nous ramènent des fruits tous les jours, donc on mange quoi. Un choix volontaire afin d'économiser quelques euros. Économique, pas tant que ça. Hein. Billets d'avion, location de voiture, tout ça, et encore on a la chance d'être logé gratuitement. Sa fille, qui a posé ses valises chez son père, prépare un grand regroupement familial, ce qui engendre de nombreuses dépenses. Ça a un coût, effectivement. Moi, j'ai payé pour mes 2 enfants et moi 3 000 € effectivement, de billets. Pour essayer de compenser ça, on reste longtemps. Donc on reste 1 mois en Martinique.
Une situation qui suscite tout de même quelques réflexions. Je sais, il y a des réflexions peut-être politiques autour de ça quand même à avoir, parce que pour nous c'est difficile. Alors pour les touristes qui ont les moyens, voilà, mais quand on est classe moyenne, on n'a pas forcément des gros moyens, c'est des efforts assez conséquents pour venir. Au centre-ville de Fort-de-France, c'est le même constat. Ces deux familles découvrent le Fort Saint-Louis. Elles nous parlent de gestion financière délicate. On connaît un peu la problématique de l'île, donc il faut importer beaucoup de choses. Mais en tout cas, nous, on a fait attention. Pour l'instant, on est 10, donc il faut aussi qu'on calcule nos budgets. On s'en sort plutôt pas mal. Et puis nous, on adore cuisiner, donc ça tombe bien. Le coût de la vie en Martinique, un thème qui reste encore au centre des débats. C'est plus cher, effectivement. Et ça a été reconnu 40% plus cher, je crois, que les prix de métro, métropole, effectivement. Donc c'est un budget, effectivement. Il est certain que le retour au domicile des parents reste encore peut-être l'un des meilleurs plans afin de réduire considérablement le coût des vacances au soleil. Un coût des vacances élevé pour les voyageurs, mais qu'en est-il pour la Martinique? Quelles sont les retombées économiques? Nous allons en discuter avec notre invité Gaëtan Paderna, directeur général par intérim du comité martiniquais du tourisme. Bonsoir. Bonsoir Madame Dofredo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je demandais, quels sont les chiffres? Combien de voyageurs sont attendus? Aujourd'hui, lorsqu'on regarde sur les différentes saisons écoulées, la période de juillet-août représente 22% du flux total de visiteurs sur l'année. Donc si on arrondit, ça fait à peu près un quart. Donc c'est une période qui est aussi importante en complément de l'activité qu'il y a en haute saison. D'accord. Et dans ce quart-là, combien sont des visiteurs, des voyageurs originaires à la base de la Martinique, vous le savez? Alors, on essaye, nous, de pouvoir classer et de mesurer ce qu'on a dit originaire de la Martinique, et ils sont haute saison 11%, et sur cette période de juillet-août, 28% à venir en Martinique. Alors ils viennent soit chez l'habitant, chez les amis, chez les parents, mais également dans des structures d'hébergement de type hôtel et de type villa. Et donc du coup, est-ce que la Martinique profite bien de ces voyageurs en séjour ici? Alors nous, c'est ce qu'on essaye avec les équipes du comité martiniquais du tourisme, c'est de mettre en place des actions qui vont cibler les résidents qui partent pas en vacances à l'extérieur, mais également les Martiniquais et les visiteurs qui viennent pendant cette période de juillet-août. Et cette année particulièrement, on est allé même un peu plus loin, puisque nous allons mis en place notre action « Partez en vacances en Martinique ». Eh bien, nous sommes allés chez notre voisin, la Guadeloupe, avec des offres de près de 40 exposants sur des structures d'hébergement, des musées, des activités nautiques, pour drainer un flux supplémentaire en provenance de la Guadeloupe, en valorisant également l'activité événementielle de la destination, puisque juillet-août, c'est une période extrêmement propice pour les événements, que ce soit des événements culturels, sportifs et autres. Justement, beaucoup d'événements culturels, sportifs. Vous parlez de drainer un public vers la Guadeloupe. Si on parle en provenance de la Guadeloupe, pardon. Oui, il faut qu'ils viennent chez nous. Et si justement on essayait de les faire venir davantage au centre-ville de Fort-de-France, pourquoi ne pas œuvrer par exemple pour la gratuité du centre-ville, du parking? Alors sur la politique tarifaire du parking de Fort-de-France, ça, je ne pourrais pas m'exprimer, mais moi ce que je sais, c'est que... Et pourquoi ne pas en faire la demande? Ce qui est important, en fait, déjà, il faut qu'on regarde au niveau de juillet-août, mais aussi des autres communes. Je ne connais pas la politique tarifaire. Ce que je sais, moi, c'est que quand je regarde l'offre du Festival culturel de Fort-de-France, et quand on regarde le rapport, l'expérience qu'on a et le prix, je le trouve extrêmement intéressant. D'accord. Dernière question. Nous recevions le directeur du Hilton Singapour sur notre plateau jeudi, Cédric Nubul. Il expliquait qu'il faudrait élever la qualité des prestations en Martinique, c'est-à-dire revoir les expériences que l'on propose aux voyageurs afin qu'ils soient beaucoup plus nombreux à venir chez nous en Martinique. Que pensez-vous de cette suggestion? Je le rejoins, et c'est d'ailleurs un des enjeux fixés par la présidente du comité martiniquais du tourisme, c'est la qualité. C'est la montée en gamme du produit. C'est faire en sorte que l'expérience touristique qu'on a, que ce soit en villa, en hébergement et en activité, soit la plus qualitative. Donc la labellisation, c'est une démarche, parce que ça permet aux visiteurs d'avoir un repère et d'avoir une certitude que la qualité, que l'expérience, que le tourisme durable également soit intégré au niveau de ce dont il va bénéficier. Et puis, plus important aussi, lorsqu'on a une expérience satisfaisante, quand on repart,
on en parle autour et bien ça devient des prescripteurs, des ambassadeurs de la destination. D'où l'importance de travailler la qualité d'année après année. Le CMT, à ce titre, est un organisme qui labellise, puisque nous avons 98 structures labellisées Clé Vacances. Donc on continue ce travail d'année en année. C'est un travail de longue haleine pour améliorer la qualité. La qualité s'améliore aussi au niveau de l'accueil de la population. Donc nous menons également des campagnes à ce niveau. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je vous remercie pour l'invitation. Avec les grandes vacances, justement, la circulation est plus fluide et l'air plus respirable. Mais ça, c'est le principe. C'était sans compter sur la brume de sable. Pour limiter cette pollution atmosphérique, plusieurs loueurs de véhicules se mettent au vert. Caroline Antich-Martin et François Marlin. Brume de sable et circulation intense dégradent l'air que nous respirons. Résultat, l'indice Atmo, indicateur journalier de la qualité de l'air, oscille actuellement entre moyen et mauvais. Les brumes de sable vont traverser l'Atlantique et vont apporter des quantités de particules assez importantes dans l'air qui vont être responsables de la dégradation de la qualité de l'air. Donc quand on observe ces épisodes, c'est essentiellement sur la période d'avril à septembre. Impossible d'agir sur la brume de sable, nous pouvons en revanche limiter les gaz d'échappement. Cette société de location met d'ailleurs un point d'honneur à proposer des véhicules peu ou pas polluants. Nous faisons des véhicules dits propres, donc des véhicules thermiques à faible émission de CO2. Nous avons des véhicules électriques et hybrides. Donc oui, il y a de la demande. C'est vrai que nous avons plus les clients qui ont la possibilité de pouvoir charger leur véhicule chez eux. Donc les clients qui ont un garage par exemple, parce que nous on fournit une borne domestique. Et c'est vrai qu'un peu moins pour les personnes qui vivent en résidence, parce que les bornes ne sont pas accessibles partout. Même évolution chez ce loueur, son parc de 1200 véhicules se met progressivement au vert. On a des véhicules qui répondent en termes d'environnement, en termes de la qualité de l'air, des véhicules hybrides qui correspondent à l'attente de nos clients. Malgré ses convictions, Kenji opte pour un véhicule essence, question de budget. Aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté de ce sujet-là, puisque ça nous touche tous. Donc effectivement, c'est un des critères de choix, mais également le prix peut freiner dans ce sujet-là, puisque ça peut représenter un coût sur le budget des vacances. Kenji n'a pas à culpabiliser. En raison des grandes vacances, juillet et août enregistrent généralement les plus faibles taux de pollution de l'air. L'ennemi numéro 1 de nos poumons est donc bien la brume de sable. Madininer a lancé une étude pour se prémunir de ses effets en intérieur. Montez en selle, troquez votre voiture pour un vélo lors des petits trajets. C'est le cheval de bataille de l'association Matinique Vélo. Cet après-midi, sur l'esplanade de la tour Lumina Sophie à Fort-de-France, elle sensibilisait le public. Initiation, ateliers ou encore parcours d'agilité. Vous le voyez sur ces images de Bamba Gay, une manifestation à laquelle s'est associée votre antenne, Martinique, la première. Et pendant ce temps, les vrais cyclistes, eux, effectuaient 2 étapes du Tour cycliste. Le maillot jaune, le Guyanais Dylan Will, a remporté le contre-la-montre cet après-midi. Et le Martiniquais Christopher Hippolyte gagne le premier tronçon ce matin entre Ducos et Rivière-Pilote. Le résumé de Christophe Arnerin. Coup de force de la pédale d'or Joséphine au départ de la 8e étape à Ducos. Le président exécutif de la 42e édition, directeur sportif et président du club joséphin, a souhaité manifester sa colère suite à la mise hors course de son coureur Axel Carnier. Résultat, un départ retardé de 20 minutes est donné au niveau du stade de Saint-Dic pour les 78 coureurs encore engagés dans cette étape de 85 km en direction de Rivière-Pilote. Quelques mètres plus loin, alors que le groupe de tête s'est reformé, Christopher Hippolyte du Team Energizer de Rivière-Salée s'échappe. Tout en puissance, il distance nettement le peloton. Il se présente seul au sommet de Régal et se fraye un chemin parmi une foule dense et survoltée. À 25 km de l'arrivée, il a déjà 1 minute 20 sur ses poursuivants et 1 minute 44 sur le peloton maillot jaune. Mais la chevauchée fantastique du pensionnaire du Team Energizer est brutalement interrompue par une erreur d'aiguillage sur le parcours.
Faute du coureur ou défaut de l'organisation, de précieuses minutes sont perdues. Son directeur sportif s'emploie à le remotiver en direction de la commune de Rivière-Pilote. Christopher Hippolyte s'impose en 2 heures, 10 minutes et 11 secondes. 1 minute 23 plus tard, arrivée de Marc Flavien du Maine Bikers et Owen Nubul du Vélo Club du François. Arrivée groupée pour Edwin Nubul, Eddy Michel Cademart, Damien Roussel et Dylan Will. Au terme du premier tronçon, c'est le Guyanais qui conserve son maillot jaune. Dans le contre-la-montre de l'après-midi, bataille féroce entre les meilleurs coureurs au classement général. Mais c'était sans compter sur Dylan Will. Le Guyanais fait littéralement sauter le chrono en 22 minutes et 9 secondes, ce qui lui permet de remporter le second tronçon et de conserver son maillot jaune. Avec 2 minutes d'avance au classement général sur Eddy Michel Cademart du Magna Biker Gélimat, qui enregistre le 4e meilleur temps en 22 minutes et 56 secondes. Maël Moustan est désormais champion du monde de rugby au sein de l'équipe de France des moins de 20 ans. Les tricolores ont vaincu les Irlandais 50-14 et remporté la coupe en Afrique du Sud. Le jeune Martiniquais, ailier de l'UBB, l'Union Bordeaux-Bègles, a appris le rugby chez lui en Martinique. Le monde de la littérature est en deuil depuis le 11 juillet, date de la disparition de l'un de ses monstres sacrés, Milan Kundera. L'écrivain affectionnait notre île. Il a d'ailleurs rédigé des textes pour Aimé Césaire et Patrick Chamoiseau. Ernest Broller s'est confié à Cécile Marr et Christelle Sivat sur ses liens avec l'artiste disparu. Il n'a pas eu le prix Nobel, mais ce n'est pas passé loin. Milan Kundera était au firmament de la littérature mondiale. Décédé le 12 juillet, l'écrivain né en Tchécoslovaquie séjournait régulièrement en Martinique. Il y avait été attiré par les écrits d'Aimé Césaire, comme il l'expliquait dans cet article du Monde diplomatique. Que connaissais-je alors de cette île ? Rien, sauf le nom d'Aimé Césaire, dont à l'âge de 17 ans, j'avais lu la poésie en traduction tout de suite après la guerre dans une revue tchèque d'avant-garde. La Martinique était pour moi l'île d'Aimé Césaire. Depuis les années 90, Milan Kundera avait développé ici des fraternités profondes. C'est quelqu'un qui adorait la Martinique, parce que la Martinique est un petit pays, et comme lui vient d'un petit pays, son petit pays était menacé en permanence par les Russes. Il vient ici, il avait d'autres amis, et particulièrement mon autre grand ami qui est Patrick Chamoiseau, qui, chaque fois qu'on se rencontrait, des nouvelles de Patrick, parlait beaucoup de Patrick et considérait Patrick comme un immense écrivain. Milan Kundera est le premier à remarquer Patrick Chamoiseau sur la scène internationale, quelques mois avant son Goncourt de 1992. Et il apprécie tant le travail d'Ernest Broller qu'il lui consacre plusieurs textes et même un livre, aujourd'hui épuisé. Délaissée, la lune est descendue sur le tableau de Broller. Mais ceux qui ne la voient pas dans le ciel ne la verront pas dans les tableaux non plus. Car ceux qui perdent le sens du réel perdent en même temps le sens de l'art. Tu es seul, Ernest, seul comme la Martinique au milieu des eaux, seul comme la concupiscence de Depestre au milieu du désert communiste, seul comme la lune que personne ne voit. C'est en lisant Naipaul qui finalement ils se rendent compte que je suis un peintre de la nuit. Et pourquoi la nuit ? Parce que la nuit, il comparait la nuit et le jour pendant l'esclavage. Le jour appartenait au maître et la nuit appartenait aux esclaves. Ernest Broller dit de Milan Kundera qu'il est le plus grand collectionneur parisien de ces tableaux. Entre les Martiniquais et le franco-tchèque, il n'y avait pas d'histoire ou de géographie commune, mais les rythmes du cœur et les battements de l'art. Et les battements de l'art nous mènent directement au Reggae Therapy Festival. Il se déroule depuis hier et jusqu'à demain au stade Louis Achille de Fort-de-France. Après Morgan Heritage hier, ce soir, Easy Kenenga est en direct depuis le stade Louis Achille. Il s'est produit hier et il y a quelques instants, juste avant le journal. Bonsoir Easy. Bonsoir. Ça va très bien, merci. Tout d'abord, alors vous vous définissez au sein de ce festival comment
maître de concérence. Concérence. Je ne connaissais pas ce métier, ce poste. De quoi s'agit-il? Alors la concérence, c'est un concept qu'on a créé qui allie l'aspect concert et l'aspect conférence justement. Et donc l'idée c'est de pouvoir aborder des thèmes pour partager, pour témoigner de mon parcours, mais aussi de la démarche artistique, démarche philosophique et jusqu'à spirituelle, illustrée par les chansons et qui donne d'autres lectures aux œuvres que j'ai déjà pu proposer et d'ouvrir le dialogue un peu plus profondément avec le public. Et ce festival, il a également une appellation particulière, Reggae Therapy Festival. En quoi est-ce thérapeutique? Eh bien déjà, la musique reggae en elle-même est une thérapie qui est déjà, à mon sens, universelle, qui prône des valeurs qui me correspondent, je vais dire, l'amour, l'unité, la non-victimisation, la solidarité. Et d'en faire un festival qui s'appelle une reggae thérapie, moi je trouve que c'est intéressant qu'on arrive à une thérapie collective via une musique aussi forte que le reggae, qui porte toutes ses valeurs et chacun peut venir prendre quelque chose pour remplir son cœur, pour repartir dans sa vie. Donc ça va se faire à un niveau individuel, chacun avec son rapport avec la musique, mais aussi de manière collective. Et donc de cette façon, ça a vocation à donner plus de force à la puissance du reggae, mais aussi à ce soin collectif qu'on a au pays de vibrer ensemble autour de la culture, autour de la musique, et puis simplement d'être ensemble. Et donc je pense que c'est ce que se veut la reggae thérapie d'abord, et puis autour d'une entité, j'ai envie de dire, qui est déjà très forte dans ce sens, le reggae, par son histoire internationale et locale. Merci Izzy. Et en un mot, le concert de ce soir? Le concert de ce soir, alors moi hier soir j'ai fait l'ouverture, et ce soir on a Yémon Seke sur scène, on a David Obadja qui est passé, après il y a Rachaelo, Tironi et enfin la star Romain Virgo. Donc franchement c'est différentes vibes locales et internationales pour une thérapie vraiment exceptionnelle. Merci beaucoup Izzy pour cette intervention en direct depuis le Reggae Therapy Festival. Et puisque vous nous en avez donné l'envie, tout de suite un extrait musical. C'est sur ces notes de reggae que s'achève votre édition locale. Merci de votre attention. Tout de suite, votre journal national et international.